L'infrastructure écologique, une méthode pour conserver la nature. Résumé de mon doctorat, partie 1. L'infrastructure écologique, ou infrastructure verte, est un concept relativement récent qui propose d'intégrer de nombreux aspects dans l'identification des zones les plus intéressantes à protéger pour conserver une nature diversifiée, connectée, au sens écologique, et fonctionnelle. Ce terme est davantage employé dans les milieux urbains où les espaces naturels de qualité sont assez rares et où les usages du sol entrent parfois en conflit. Nous allons voir dans cet article les définitions associées au concept d'infrastructure écologique et les méthodes les plus intéressantes pour l'identifier et conserver efficacement la nature. Cet article est la première partie d'une série visant à expliquer et vulgariser ma thèse de doctorat que j'ai préparée au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève avec l'université de la même ville et que j'ai soutenue en juillet 2022. L'entièreté de ma thèse est disponible en anglais gratuitement et le lien est sur l'article. Pour ce premier article, je vais me baser sur les parties introductives de ma thèse ainsi que sur un article scientifique, Honeck, Sanguet et al. 2020, qui a été publié et qui est aussi disponible sur l'article. Vous pouvez le consulter pour avoir accès aux sources de ce travail et vous pouvez aussi me contacter pour plus d'informations. Commençons tout d'abord par une introduction. La biodiversité est en danger. Je sais que je répète cette phrase quasiment à tous les articles de ce site internet, mais la biodiversité va mal. Pour rappel, la biodiversité ne se résume pas seulement à l'ensemble des espèces de la planète, mais représente aussi la variabilité de leurs gènes et populations, ainsi que les différents habitats et écosystèmes qui les hébergent, leurs interactions et leurs fonctions. Tous ces aspects traversent actuellement une crise et déclinent rapidement. Sans vouloir vous assommer avec des chiffres, il est important de se rappeler de plusieurs choses. Tout d'abord, 4 vertébrés sur 10 ont déjà disparu depuis les années 70, ce qui signifie que là où vous pouviez observer 100 animaux il y a une cinquantaine d'années, il n'y en a aujourd'hui plus que 60. Il y a 2 fois moins d'insectes aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, et cela se voit par exemple dans la baisse drastique de la quantité d'insectes écrasés sur les pare-brises de voitures après un long trajet. La richesse en espèces indigènes a en moyenne baissé de 14%, les espèces disparaissent, migrent ou sont remplacées par des espèces exotiques, qui peuvent être envahissantes. Une espèce sur 7 est menacée d'extinction, ce qui correspond environ à 1 million d'espèces décrites. Les espèces semblent s'éteindre à un rythme 100 à 10 000 fois supérieur que le rythme normal, et ce taux est comparable à celui mesuré au moment de la disparition des dinosaures. En d'autres mots, la météorite, c'est nous. Enfin, environ une espèce de cactus sur 3 est menacée d'extinction dans la nature, presque une orchidée sur 2 et une plante carnivore sur 4. On en parlait déjà dans un article sur le site internet. Pourquoi la biodiversité disparaît ? À cause de nos activités et de notre mode de vie. Plus précisément, les changements d'utilisation du sol, déforestation, urbanisation, agriculture intensive, l'exploitation intensive des ressources, surpêche, braconnage, le changement climatique, qui est une cause de déclin chaque année plus importante, toute forme de pollution, pesticides, plastiques, etc., et enfin les espèces exotiques envahissantes qui remplacent les espèces locales, sont les principales causes du déclin de la biodiversité à l'échelle mondiale. Il est important de noter que ces causes ont augmenté drastiquement ces dernières décennies avec la croissance de notre production et de notre consommation, ou le PIB, de la population mondiale, des échanges et du commerce international ou encore des innovations technologiques. Par conséquent, le mode de vie dominant à l'échelle mondiale est la cause directe du déclin de la biodiversité et rien n'indique actuellement que nous changerons de direction dans les prochaines décennies. Pourquoi protéger la biodiversité ? Il y a déjà eu des extinctions de masse dans l'histoire de la vie de la Terre, alors finalement, à quoi bon s'embêter à protéger la biodiversité aujourd'hui si nous pensons qu'elle pourra retrouver un niveau correct dans le futur ? On entend beaucoup ce type de raisonnement et il y a plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, toutes les extinctions passées, ou presque, sont exogènes, c'est-à-dire qu'elles ont eu lieu à cause d'éléments qui ne dépendaient pas des organismes qui vivaient alors sur la planète, volcanisme, météorites, etc. Dans notre situation, nous avons un cas d'extermination bien connu de ceux qui nous entourent, ce qui est assez inédit et bien différent d'une situation incontrôlable naturelle. 2. Nous affectons notre environnement sur le long terme via le CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère et ses conséquences, ou encore via la pollution des sols, avec le plastique, les pesticides et autres joyeusetés associées. Rien ne nous indique pour l'instant que ces perturbations vont s'arrêter. On est donc loin d'un événement ponctuel du type tombée de météorite,
même si ce sont ces conséquences qui sont en fait la cause principale des extinctions passées. Cet empoisonnement répété des milieux naturels avec des molécules anthropiques est là encore bien différent de ce que l'on pourrait observer naturellement. 3. L'évolution est longue, très longue, et il faudra des millions, des dizaines de millions d'années après la fin de nos perturbations pour que la biodiversité commence à réaugmenter et que de nouvelles espèces ne remplacent les anciennes disparues. Souhaitons-nous réellement vivre dans un monde sans insectes, sans fleurs, sans oiseaux, sans mammifères, sous prétexte que la biodiversité rebondira dans des temps infiniment grands dont personne ne peut décemment imaginer l'étendue ? Souhaitons-nous réellement nous octroyer le droit de vie et de mort sur des milliards d'individus jusqu'à la disparition complète d'espèces qui existaient depuis des millions d'années et qui avaient un rôle dans l'équilibre naturel des écosystèmes ? Ce sont ce genre de questions morales et éthiques qu'il faut se poser. Il faut savoir qu'une biodiversité élevée a aussi de nombreux avantages pour notre propre survie, et nous dépendons directement du reste du vivant à bien des égards. Tout d'abord, le fonctionnement des écosystèmes est directement lié aux espèces qui les composent. Si vous en enlevez une, c'est toute une cascade d'interactions qui peut disparaître ou être chamboulée, et avec elle la capacité des habitats à stocker efficacement les ressources, le CO2 par exemple, décomposer des nutriments, produire de la biomasse, donc grandir et se reproduire, etc. On voit déjà les résultats de fonctions disparues des écosystèmes, comme par exemple la prédation des herbivores par les grands carnivores, type loup, renard, lynx ou ours, et les dégâts occasionnés par l'abondance d'herbivores qui ne sont plus mangés, notamment sur les milieux agricoles, je pense aux sangliers, mais aussi dans les forêts où l'abondance des herbivores empêche parfois les plantules de pousser et donc la régénération de la forêt. Ces fonctions écosystémiques sont la base d'un concept qui permet de lier le fonctionnement des écosystèmes et nos sociétés, les services écosystémiques, qu'on appelle maintenant les contributions de la nature. Nous avions déjà abordé les services écosystémiques et leur rôle dans la protection de la nature sur le site internet et vous trouverez un lien dans l'article. En résumé, il regroupe tous les services mis à disposition gratuitement par la nature pour assurer le bon fonctionnement de nos sociétés, de notre économie ainsi que de notre bien-être. Par exemple, la pollinisation des fruits et des légumes que nous mangeons, le stockage du CO2 atmosphérique ou encore le maintien des sols par les forêts, la dégradation et l'assimilation des nutriments, la production de ressources comme du bois, mais aussi la beauté des paysages et la spiritualité. Protéger de larges zones encore naturelles et peu impactées par les activités humaines permet aussi de se prévenir contre la propagation de zoonoses, maladies animales qui se transmettent à l'homme lorsque l'on empiète un peu trop sur le territoire d'autres espèces, ce qui est toujours aujourd'hui la cause la plus probable de l'épidémie de Covid-19. En effet, 70% des maladies émergentes et quasiment toutes les pandémies connues dans l'histoire de l'humanité sont issues de zoonoses. Enfin, et pour terminer ce chapitre, il est intéressant de renaturaliser des zones perturbées dans les milieux urbains afin de profiter des services écosystémiques rendus par ces zones et pour aider à supporter le changement climatique en ville, comme les Nature-Based Solutions, mais aussi car la proximité d'aires naturelles augmente le sentiment de bien-être des habitants. Les zones naturelles sont aussi meilleures que les zones anthropisées pour capturer le CO2 atmosphérique et lutter contre le réchauffement climatique. Comment protéger la biodiversité ? La conservation de la nature a beaucoup évolué ces dernières décennies au gré des découvertes scientifiques, des expérimentations et des changements de perception de ce qui nous entoure. Pour faire simple, nous sommes passés d'une logique où la nature doit être mise à l'écart de l'humain et de ses activités nocives à une vision de cohabitation heureuse qui bénéficierait à la fois à nos sociétés et aux espèces sauvages, sans pour autant voir la protection de la nature comme quelque chose de purement utilitariste. On considère donc aujourd'hui les interactions entre la nature et les humains, et il est tout à fait pertinent de conserver les modes de vie traditionnels qui n'ont que peu d'impact délétère. Il existe aujourd'hui plusieurs efforts mis en place à l'échelle internationale pour protéger les espaces naturels. Par exemple, les Aichi Targets représentent des objectifs simples qui permettent d'aider la biodiversité s'ils sont correctement suivis, ce qui n'a malheureusement pas été le cas puisque tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020 ont largement échoué. Dans la même veine, il existe les SDGs, ou Sustainable Development Goals, qui sont parfois difficiles à mesurer correctement et à appliquer. Il existe beaucoup d'aires protégées et près de 17% de la surface terrestre et 8% de la surface maritime sont sous une forme de protection. Attention toutefois,
Ce n'est pas parce qu'une zone est considérée comme protégée qu'il faut s'imaginer un sanctuaire naturel impénétrable. La plupart du temps, les activités humaines sont largement acceptées et ces territoires sont surtout utilisés pour gonfler les chiffres et verdir son image. À titre d'exemple, de la déforestation a été observée dans des zones normalement protégées, et je ne parle même pas de la pêche dans les océans. Néanmoins, dans les zones réellement protégées, de nombreux exemples montrent un regain plutôt rapide de la biodiversité, ce qui est l'élément le plus encourageant que vous verrez dans cette série d'articles. Histoire de nuancer ce bref regain d'espoir, le plus efficace semble toutefois d'abaisser notre niveau de pression sur l'environnement dans les zones qui ne sont, justement, pas protégées, car c'est ici que les causes principales du déclin de la biodiversité ont lieu. En effet, malgré l'augmentation des aires de conservation, le déclin de la biodiversité continue. L'implantation d'aires protégées n'est donc pas suffisante et elle ne représente pas l'unique solution à notre disposition. De plus, il existe de nombreuses limites à cette méthode. Les zones protégées doivent être connectées, il faut prendre en considération les habitants du territoire et leur mode de vie, il faut une surveillance assez importante des pratiques et donc pas mal d'argent. À l'échelle de l'espèce, les statuts de menace de l'UICN permettent de suivre un protocole donné afin d'évaluer la qualité des populations pour déterminer leurs évolutions passées et futures. Nous en avions déjà parlé dans cet article et le lien est disponible sur la page du site internet. Ces statuts de menace ne protègent pas directement les espèces, mais ils peuvent permettre aux autorités de prendre des décisions pour conserver les milieux naturels dans lesquels elles se développent. Ces statuts se déclinent généralement à plusieurs échelles, internationales, nationales et régionales. Le CITES, Convention on International Trade of Endangered Species, pose les bases légales de la régulation du commerce et du ramassage-braconnage des espèces en danger d'extinction. Même si la protection des espèces permet généralement la conservation de tout un milieu, la protection directe d'un écosystème est la technique la plus efficace puisqu'elle permet de protéger tous les niveaux de biodiversité, ainsi que les espèces inconnues, invisibles ou moins sexy. En revanche, la protection de larges espaces naturels n'a que peu d'intérêt s'ils ne sont pas connectés, car les espèces, et en particulier les animaux, ont besoin de bouger pour se nourrir, se reproduire ou migrer. Pour cela, le réseau Natura 2000 vise à créer un ensemble d'aires de conservation reliées entre elles. Il existe encore d'autres mécanismes de conservation, mais le problème principal est que chaque zone protégée possède sa propre législation et il est très compliqué de s'y retrouver. Vous ne le savez probablement pas, mais il existe sûrement des zones dites de conservation proches de chez vous, mais dont la législation est légère et n'interdit virtuellement rien. Leur efficacité dans la conservation de la nature est donc discutable. L'infrastructure écologique, concept et définition. Après cette introduction un peu longue mais nécessaire, entrons dans le vif du sujet. L'infrastructure écologique, ou IE, est définie comme étant un réseau d'aires semi-naturelles et naturelles, offrant une protection optimale de la nature. Elle est traditionnellement composée de zones dites centrales ou nodales qui concentrent la biodiversité et les services écosystémiques, parcs naturels, réserves, zones protégées, etc., et des liens permettant la connectivité structurelle et fonctionnelle entre ces zones nodales. Cela signifie que les habitats naturels doivent être physiquement reliés par des corridors, connectivité structurelle, et que les animaux doivent pouvoir les utiliser, connectivité fonctionnelle. C'est un outil particulièrement utilisé dans la planification territoriale puisque l'idée fondamentale derrière ce concept est de donner une valeur d'intérêt écologique derrière chaque élément du paysage. Un parking de supermarché aura une valeur faible, alors que les berges d'un cours d'eau auront une valeur élevée. Cela permet, entre autres, de considérer la nature dans les projets d'aménagement du territoire et, théoriquement, cela permet d'éviter de détruire les zones les plus intéressantes ou au moins d'avoir une idée précise de ce qui est perdu. Le terme d'infrastructure écologique est aujourd'hui largement employé, surtout en milieu urbain, mais aussi à l'échelle européenne, puisque l'Union européenne propose à ses pays membres de l'identifier sur leur territoire. Plus précisément, il est demandé de consacrer 17% de son territoire à la conservation stricte de la nature, en identifiant son infrastructure écologique, afin de suivre les recommandations d'Aichi, ainsi que 13% supplémentaires avec une protection plus légère afin de porter la surface totale à 30%, comme proposé lors de la COP15 sur la biodiversité de décembre 2022. Le but est alors d'avoir environ un tiers de la surface d'un territoire dédié à la biodiversité. Le problème étant qu'il y a à peu près autant de définitions différentes qu'il y a d'infrastructures écologiques.
Ainsi, en contexte urbain, l'infrastructure écologique est souvent perçue comme une méthode de verdissement ou greening des villes, par exemple en promouvant les toitures végétalisées ou en identifiant l'accès aux espaces verts. Même si cela est tout à fait louable, on s'éloigne de la définition initiale du concept qui vise à conserver au mieux la nature en prenant en compte la biodiversité, les services écosystémiques ainsi que la connectivité. De plus, la méthode utilisée pour identifier les zones les plus intéressantes à conserver va fortement impacter la qualité du réseau et la sélection finale. Par exemple, prétendre identifier l'infrastructure d'un territoire simplement en cartographiant les forêts et en justifiant cela comme étant la protection des services écosystémiques de stockage du CO2 n'est pas suffisant, car la faune, la flore ou la connectivité des habitats ne sont pas prises en compte. Avec mon équipe du Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève et des collègues de l'université de la même ville, nous partons du principe que pour conserver au mieux la nature, il faut considérer 3 éléments principaux que nous appelons piliers. Tout d'abord, la distribution de la biodiversité, faune, flore, habitat, puis les services écosystémiques, ceux qui ne sont pas contraires à la conservation de la nature, évidemment. Enfin, la connectivité structurelle et fonctionnelle. À la fin du processus, on peut utiliser des logiciels dits de priorisation afin de trouver le meilleur compromis entre les données des 3 piliers et ainsi identifier les zones à intégrer à l'infrastructure écologique. Pour montrer ce problème et ce manque d'unification dans les termes et les méthodes utilisées, nous avons fait une recherche des articles scientifiques mentionnant les termes d'infrastructure écologique, biodiversité, connectivité et services écosystémiques en 2020. Sur les 67 articles que nous avons trouvés, et après avoir éliminé ceux qui parlent de verdissement urbain, seulement 7 mentionnaient explicitement une méthode pour étudier les 3 piliers. Les autres se contentaient d'explorer seulement l'un d'entre eux pour identifier leur infrastructure écologique. Nous avons donc décidé de résumer et lister les méthodes intéressantes pour étudier ces différents piliers. Comment déterminer l'infrastructure écologique d'un territoire ? Le premier pilier à étudier possède un nom un peu trompeur puisqu'il ne s'agit pas exactement de la biodiversité, mais plutôt de la distribution des animaux et des plantes ainsi que des habitats. La vraie biodiversité est celle que l'on souhaite conserver avec l'infrastructure écologique finale, puisqu'elle comprend d'autres aspects, notamment les interactions entre espèces ainsi que les fonctions des écosystèmes. L'idée est alors de modéliser la distribution des espèces en se basant sur des observations in situ, donc dans la nature, et tout un tas de variables environnementales comme la température, les précipitations, le type de sol, etc. Avec ces informations, on peut donner une valeur d'habitabilité au territoire pour chacune des espèces et donc identifier les zones les plus intéressantes, par exemple, pour protéger un grand nombre d'espèces dans un minimum d'espace, appelé hotspot de biodiversité ou point chaud de biodiversité, ou bien pour conserver spécifiquement les milieux intéressants pour les espèces rares ou importantes. Je ne m'étale pas plus sur cet aspect car ce sera l'objet de la seconde partie de cette série d'articles. J'ai en effet passé une bonne partie de ma thèse à créer ce genre de modèle. Ce pilier permet donc de cartographier et d'identifier les milieux intéressants pour la survie des animaux et des plantes. Le second pilier concerne les services écosystémiques. Il existe plusieurs manières, plus ou moins compliquées, pour modéliser leur distribution et je ne m'attarderai pas sur les détails. En revanche, il faut avoir en tête que pour cartographier ces services, il est impératif d'avoir une donnée de base, la distribution des habitats. En effet, chaque habitat sera associé à des valeurs différentes pour le stockage du carbone, la survie des insectes pollinisateurs, la protection contre l'érosion, etc. Par conséquent, avant de vouloir identifier son infrastructure écologique, il faut d'abord créer ce genre de données, ce qui n'est pas tout à fait évident lorsque l'on part de zéro. Un autre élément important à avoir en tête, les zones intéressantes pour la conservation des services écosystémiques dépendent des services écosystémiques que l'on souhaite conserver, et la réflexion est loin d'être anodine. En effet, certains services écosystémiques, notamment de production de ressources, ont un effet très délétère sur la nature et donc leur conservation va avoir un effet contraire à ce que l'on souhaite. Pensez par exemple à l'agriculture intensive ou la production de bois. Promouvoir ces services écosystémiques reviendrait à raser les forêts pour en récupérer le bois et transformer le reste en zone agricole pour caricaturer. De plus, il est préférable de choisir un large panel de services écosystémiques pour éviter la surreprésentation de certains milieux. En effet, si vous ne vous basez que sur le stockage du carbone, vous n'allez favoriser que les forêts. Si vous ne choisissez que la pollinisation, vous allez favoriser les prairies extensives, etc.
Enfin, les services écosystémiques sont plutôt difficiles à modéliser et nécessitent souvent beaucoup d'informations et de connaissances biologiques de terrain. Il est donc fondamental de s'entourer d'experts du domaine avant de se lancer. Le troisième et dernier pilier concerne les connectivités structurelles et fonctionnelles du paysage. La connectivité structurelle correspond aux connexions physiques entre les habitats naturels et s'insère plus largement dans l'étude de la structure du paysage. Elle permet notamment d'identifier la fragmentation des milieux naturels ou encore la présence de zones nodales, c'est-à-dire de patchs d'habitats suffisamment larges pour s'émanciper des effets de bordure. En effet, les bords des habitats comme les lisières des forêts sont influencés par l'habitat voisin, et cela est d'autant plus marqué lorsque le milieu est urbain ou anthropique, culture intensive par exemple, puisque les nuisances sonores, lumineuses ou olfactives sont particulièrement fortes. Ainsi, certains animaux ne vivront que dans ces zones nodales loin de toute perturbation. A l'inverse, certaines espèces de plantes vivent à l'intersection de deux habitats et ces lieux de transition peuvent aussi être intéressants à conserver. La connectivité fonctionnelle correspond à l'utilisation du paysage par les animaux et donc leur capacité à se rendre d'un habitat à l'autre sans barrière écologique. Cette connectivité peut être extrêmement différente selon l'organisme et alors qu'une autoroute peut empêcher la circulation de mammifères ou d'amphibiens, elle n'a que peu d'effet sur le passage des oiseaux. La solution optimale pour l'étudier est donc de vérifier l'utilisation réelle du paysage par les animaux, par exemple en les marquant avec des colliers ou des puces GPS. Des modèles informatiques existent aussi, mais sont moins performants. Ce dernier pilier a une importance majeure puisque la connectivité globale d'un territoire permet in fine la circulation des gènes entre les populations d'une même espèce, mais aussi la migration des animaux et des plantes pour suivre le climat qui leur est favorable dans un contexte de changement climatique. Une fois les trois piliers analysés et identifiés, il faut alors les regrouper et déterminer quelles zones à intégrer à l'infrastructure écologique. Pour cela, nous préconisons l'utilisation de logiciels de priorisation qui permettent de trouver le meilleur compromis entre toutes les données en entrée. Ce type d'algorithme va attribuer une note à tous les pixels pour chacune des données utilisées et va ensuite sélectionner les meilleurs d'entre eux tour à tour avec l'objectif de garder les zones importantes pour toutes les cartes. Un avantage de cette approche est sa flexibilité, puisqu'il est possible de modifier le poids alloué à chacun des piliers, ou bien de forcer le logiciel à considérer ou non certaines zones de l'étude, par exemple pour exclure les centres urbains ou forcer l'intégration des aires protégées. Ainsi, si l'on décide que la protection des zones riches en espèces est plus importante que certains services écosystémiques, il est tout à fait possible de l'inclure dans l'analyse. Conclusion. La méthode développée ici est un peu compliquée, mais la prise en compte d'un maximum d'aspects de conservation de la nature permet de s'assurer que l'infrastructure écologique identifiée soit efficace et pertinente. Si l'on décide des zones à protéger en considérant peu de paramètres, ou uniquement ceux qui nous arrangent, on risque de passer à côté d'éléments importants et donc de perdre en efficacité, voire de complètement se méprendre sur les éléments à conserver. En revanche, faire un travail complet et exhaustif induit déjà d'avoir les connaissances, les capacités techniques et financières, ainsi que les infrastructures pour permettre ce travail qui demande l'utilisation de plusieurs logiciels pas tout à fait intuitifs à utiliser et pas toujours gratuits, du codage ainsi que des analyses lourdes prenant parfois plusieurs jours à se réaliser. De plus, les données de base avec lesquelles sont construits les résultats intermédiaires sont souvent inexistantes dans la plupart des territoires. Un travail préliminaire est donc de lister et de créer toutes les données nécessaires. Alors que de ne considérer que quelques éléments pour identifier son réseau de protection de la nature n'est clairement pas pertinent, cela ne veut pas dire qu'il est souhaitable de considérer un nombre infini de données. En effet, il y a un compromis à trouver entre une méthode trop simpliste, peu représentative de la biodiversité et peu pertinente pour sa protection, et une méthodologie trop complexe, difficile à réaliser, à justifier, à expliquer, et trop gourmande en ressources. L'idéal est donc de représenter un peu tous les aspects liés aux trois piliers, sans pour autant intégrer des éléments trop redondants. Cette réflexion dépend évidemment du contexte et du pilier, car il est sûrement plus intéressant de modéliser la distribution d'un maximum d'espèces afin d'avoir une idée de la distribution des hotspots, mais pas forcément la connectivité d'animaux très similaires qui utiliseront les mêmes corridors. Comme tout concept lié à la conservation, l'infrastructure écologique est aussi politique, et il est donc nécessaire de pouvoir expliquer clairement la démarche aux instances qui ont le pouvoir décisionnel.
Il est donc important de trouver le juste compromis entre complexité de la méthodologie et faisabilité. Ce travail serait impossible sans un suivi rigoureux de la biodiversité, une cartographie précise des milieux naturels ainsi qu'une connaissance aguerrie de son territoire. Le partage des données, des méthodes et des connaissances doit être davantage mis en avant et sortir des sphères purement scientifiques. En effet, la mise en place concrète d'une infrastructure écologique n'est pas qu'un exercice scientifique. Il nécessite aussi et surtout la participation et le soutien des naturalistes de terrain qui ont les connaissances nécessaires pour vérifier la pertinence des résultats, ainsi que celles des sphères politiques et décisionnelles sans lesquelles les financements n'existeraient pas et les applications seraient légalement impossibles. Voilà, c'est la fin de cet audio et je vous invite à aller lire l'article directement sur le site internet pour avoir accès aux ressources et aux références, mais aussi pour pouvoir regarder les figures qui sont assez intéressantes pour mieux comprendre les mécanismes de modélisation de l'infrastructure écologique. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.